Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Akibapla, le podcast qui porte la voix des passionnés du vivant en Occitanie. Je suis Audrey Boyer, naturopathe certifiée, et depuis 2023, je sillonne l'Occitanie avec mon micro pour interviewer des amoureux du vivant. Chaque mardi, je vous partage des conseils concrets et des rencontres inspirantes pour mieux prendre soin de vous et du monde qui nous entoure. Si le podcast vous plaît, pensez à vous abonner et à le partager autour de vous. C'est une petite action pour vous, mais un grand soutien pour moi. Vous êtes prêts ? Alors, place à votre nouvel épisode. Vous écoutez l'épisode 81 d'Akibapla Podcast. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour une interview avec Laura Lalande. Si ce nom vous dit peut-être quelque chose, eh bien c'est normal, c'est la seconde fois que je reçois Laura dans ce podcast. La première fois, c'était en juin 2024, elle venait de commencer une longue marche entre Toulouse et Varsovie, sur les traces de ses ancêtres, et nous avions eu la chance de nous rencontrer à Carcassonne, qui était pile sur son chemin. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter cet épisode si vous le souhaitez, je vous mets le lien en description. Aujourd'hui, je reçois à nouveau Laura pour parler de son livre « 3000 km des chemins de terre au sentier de l'âme ». Un livre qui retrace plusieurs marches réalisées au départ de Paris, un livre pour rêver, s'émerveiller des rencontres et des paysages, mais aussi un livre pour oser. Oser partir seul sur les chemins et voir ce que la vie nous réserve. Bonjour Laura! Alors je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode ensemble, puisqu'on on en a enregistré un déjà il y a 1 an et demi. Je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez l'écouter avant. Et j'en profite pour dire qu'on enregistre cet épisode dans un lieu assez magique, puisque on enregistre à l'abbaye d'Ancalcat à Dourgne, dans le Tarn, et que cet enregistrement fait suite à la conférence théâtralisée de Laura, qui va peut-être nous en dire 2-3 mots juste après. Et on est là aujourd'hui pour parler du livre de Laura Lalande, donc le livre 3000 km. Donc on va parler de ce livre, mais avant ça, Laura, est-ce que tu peux peut-être nous parler de la conférence théâtralisée qui a eu lieu il y a quelques minutes ? Merci Audrey de me recevoir pour la seconde fois sur le podcast. Je suis très heureuse et très touchée, d'autant plus que la première fois qu'on s'est rencontrés, j'étais en train de marcher en direction de la Pologne et que j'avais déjà fait une étape sur ce chemin à Ancalcat. Donc on se retrouve ici dans un lieu qui est fort de sens et en plus je viens de donc offrir une conférence théâtralisée. Les conférences théâtralisées, elles sont nées justement en 2024, juste avant que je prenne le chemin pour la longue marche vers la Pologne. Et j'ai eu l'envie de diffuser d'une autre façon que par l'écriture, les messages du chemin, les rencontres. Et en même temps, j'ai eu aussi envie de le faire d'une façon un peu atypique, en reprenant l'esprit du chemin. C'est-à-dire que pour chaque conférence théâtralisée que j'offre, je vais prendre un temps d'immersion sur le territoire, comme si j'étais une pèlerine de passage sur le territoire. Et je vais vraiment aller ressentir les odeurs, voir les couleurs, rencontrer les locaux, échanger avec eux. Et à partir de là, se tisse une trame de conférences théâtralisées, des chemins donc. Et je fais également des allers-retours avec des chemins que j'ai déjà vécus et notamment en partageant des extraits de mon livre 3000 km des chemins de terre au sentier de l'âme. Alors Laura, tu es auteure, conférencière et surtout et aussi marcheuse. Comment est né ce livre 3000 km ? De façon basique, je pourrais te répondre, il est né sur une plage à Honfleur. Ce qui est pas courant pour un livre. Et pourtant, l'écriture a toujours fait partie de ma vie. Depuis enfant, j'écris, mais pour moi, c'est quelque chose qui était simple. Et comme souvent d'ailleurs, quand les choses nous paraissent simples, on ne se rend pas compte que c'est en réalité notre zone de génie et que c'est vraiment l'endroit qui peut être source d'une grande abondance dans notre vie. Et j'étais donc en train de marcher en direction de Honfleur en 2018. C'est une des nombreuses marches que j'ai fait au départ de Paris, qui ont émaillé toutes les années que j'ai vécues à Paris. Et cette marche était spéciale parce que je venais d'arrêter des études en master 2 en ingénierie culturelle. Je me sentais pas à ma place, j'étais pas tout à fait à l'aise. J'ai arrêté ces études et le chemin m'a juste dit va à Honfleur.
Et j'ai dit: «Bon d'accord». Comme à chaque fois, je fais le pari que les destinations qui me viennent de façon intuitive, auront un sens, que je découvrirai peut-être, ou pas d'ailleurs. Et quand je suis arrivée sur la plage d'Honfleur, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant que j'ai arrêté mon master?» Qui était censé quand même, conditionner les années à venir, et même les ouvrir, leur offrir, plein de potentiel. Et je suis arrivée donc, au bout de la terre, vraiment. J'ai marché 13 jours depuis Paris et sur le sable, j'ai tracé des grands traits, comme toutes les marches que j'avais déjà faites depuis Paris. Et je me suis dit: «Waouh, mais quel chemin choisir? Quelle est la direction de ma vie, en fait? Quelle est la bonne direction?» Et il y a ce moment que je raconte dans le livre, hein, où je trace un trait à la, à l'horizontale et où je me rends compte qu'il y a une cohérence entre tous ces chemins et que ça va être l'écriture et que le fil rouge de tous ces chemins, je n'ai pas à choisir un chemin, mais plutôt à créer une cohérence entre tous ces chemins. Et donc de pouvoir partager, tous ces moments de vie inédits qu'on vit sur les chemins, que ce soit des chemins de Compostelle ou les autres chemins, chaque chemin qu'on fait nous mène vers nous-mêmes. Et alors tout à l'heure, tu disais justement que tu étais, en 2024, en train de faire le chemin entre, Toulouse et Varsovie, mais dans ce livre-là, dans 3000 kilomètres, c'est, des marches que tu fais toujours au départ de Paris, c'est ça? C'est une démarche qui a eu lieu pendant mes années parisiennes, puisque à présent je vis dans le sud, même si je suis très souvent à Paris. Et donc à l'époque, en 2015, j'avais une vie qui était, très remplie, tumultueuse, avec beaucoup de choses et j'avais très peu d'espace pour moi, très peu de vide et il y a eu ce moment où, je vraiment je cherchais ma place. C'est comme si je me disais: «Mais où est ma place? Je trouve pas ma place». J'étais dans le secteur culturel et en même temps, donc là, on est avant 2018, hein, avant le avant que je cesse mes études et pourtant déjà, je me disais: «Il y a un truc qui va pas». Et puis j'ai trouvé, un bouquin qui m'a vraiment parlé, qui parlait de résonance entre les territoires et ce qui a été, vécu sur certains territoires. Et de cette façon, je me suis mise à, partir vraiment de ma ville à pied. Et j'ai eu envie de respecter la tradition des anciens pèlerins, donc de partir à pied de chez moi, vraiment dans le quotidien, c'est-à-dire l'endroit où je vais revenir. Je pars de l'endroit où je vais ensuite revenir et je reviendrai différente à chaque fois. Et donc c'est parti sur une fois. J'ai emprunté la voie de Tours et je suis rentrée et je me suis dit: «Mais c'était tellement génial, la nature est en train de changer. Je me rends compte que les arbres commencent à perdre leurs feuilles, c'est l'automne. J'ai envie de pouvoir être au contact de ça. En même temps, je suis à Paris, une ville qui est très intense et finalement, je sens à peine passer le rythme des saisons. Comment est-ce que je peux me reconnecter?» Je repars tout de suite. J'avais 2 jours devant moi, je dis: «Je repars 2 jours, c'est pas un problème». Et c'est devenu un rituel. À chaque saison, je suis partie de Paris à pied donc, vraiment. Et c'est ce que tu racontes dans ce livre? Ce livre, c'est une sorte de florilège, de toutes ces années de marche parce que tu te doutes, et vous vous doutez, qu'il y a eu beaucoup de carnets, beaucoup d'écriture, beaucoup de rencontres et en même temps, de se dire: «Qu'est-ce que j'ai envie de mettre à l'honneur de toutes ces rencontres, de toutes ces personnes qui m'ont aidée, qui m'ont soutenue, qui m'ont fait confiance en me parlant de leur histoire?» Aussi, nous les pèlerins, on a un grand pouvoir de soutenir les personnes dans leur transformation. On marche pour nous, mais on marche aussi pour les autres et dans notre sac, on peut prendre beaucoup de choses. Pour moi, c'est la différence entre randonneur et pèlerin aussi. Dans le livre 3000 kilomètres, je dis: «On part randonneur et on revient pèlerin» et on part randonneur avec, peut-être une attention portée sur, les paysages, la beauté, l'envie de découvrir des nouvelles choses, un peu touristique peut-être et on revient pèlerin en se rendant compte que dans notre marche, on a pu soutenir, peut-être des dizaines ou même plus de personnes qui avaient besoin de faire un bout de chemin avec nous, de façon concrète, ou symbolique. Donc 3000 kilomètres est vraiment un florilège. Le choix a été très dur, je pense qu'il y a à peu près 600 pages dans mon ordinateur, que je n'ai pas intégrées dans le livre
et donc de sélectionner les moments les plus forts de sens, tout en ayant envie qu'il y ait aussi des conseils pratiques pour des pèlerins qui partent, soit pour la première fois ou qui ont envie d'avoir un retour, une expérience de d'autres pèlerins, et surtout du fait que je circule beaucoup sur des sentiers non balisés. Donc je suis face à, comment est-ce qu'on trouve la place de l'humain dans notre monde, en fait, qu'il y a des routes, très rapides, et on a eu envie de le structurer. Je dis «on», c'est mes éditrices d'Albin Michel, et moi, de le structurer sous forme de thématiques aussi, parce qu'il y a tellement d'histoires qui se sont passées en 10 ans qu'on a eu envie de regrouper les thématiques. Donc on va vraiment parler des thématiques que le pèlerin rencontre sur son chemin, la peur, les saisons, le rapport au territoire, les marches qu'on peut faire pour les autres aussi, les marches que j'appelle dédiées, et ainsi de suite. Et alors pourquoi ce sous-titre de ton livre 3000 kilomètres, des chemins de terre au sentier de l'âme? Qu'est-ce que tu as découvert toi, en chemin? J'imagine que le choix que c'est très, très vaste, mais si tu pouvais nous donner quelques pistes? La connexion avec la terre pendant le chemin, elle est très forte. En réalité, elle a lieu tous les jours, mais on l'oublie. Souvent, on l'oublie parce qu'on a d'autres choses à faire que de se dire: «Ah, la terre est sous mes pieds». Hem Et pour autant, c'est de là que tout part. Si je me demande où est le présent, il est sous mes pieds. Si je me sens perdue dans ma vie, je peux toujours regarder sous mes pieds. Il y a toujours le présent, il est là. Et de fil en aiguille, il y a beaucoup de choses de l'être qui peuvent se déposer par nos pieds au fur et à mesure qu'on avance sur les chemins. On peut lâcher des vieilles colères, des blessures, des conflits, des rêves non aboutis. On peut vraiment lâcher beaucoup de choses sur le chemin, déposer, rendre à la terre, pour qu'elle composte, qu'elle fasse son travail qu'elle sait faire. Et de fil en aiguille, on peut voir un peu ça comme un arbre qui grandit. Tu vois, ça nos racines, en même temps, se développent parce que marcher tous les jours crée un ancrage assez fort, et comme la sève qui monte, l'arbre qui grandit, petit à petit, je me sens de plus en plus présente, je me sens de plus en plus connectée, et je m'aperçois que, oh mon Dieu, il y a le ciel au-dessus de ma tête! Et ce ciel, je peux m'en rendre compte, soit parce qu'il a un soleil, très fort, qui me propose de mettre de la crème solaire à peu près, 8 fois par jour. Je suis pas Donc on n'est pas en train d'être filmés, mais pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, je suis rousse avec une peau très pâle. Donc la crème solaire, chez moi, c'est un culte sur le chemin, et donc voilà, il y a ce côté où le ciel se rappelle à moi par sa présence, solaire, ou sa présence, diluvienne, hein, parfois on est trempé, et en même temps, il y a cette dimension spirituelle qui s'ouvre et que tous les marcheurs, vivent, qu'on le nomme spirituel ou pas d'ailleurs, il y a simplement un moment du chemin où on se rend compte, où je me rends compte que quelque chose d'autre est à l'œuvre, que je suis connectée à plus grand, et que ce plus grand veut mon bien, et on arrive à ce moment-là dans les sentiers de l'âme. Est-ce que pour toi, le chemin, c'est quelque chose de thérapeutique? La première fois que je suis partie marcher en 2015, j'étais dans une démarche thérapeutique. Je travaillais avec une thérapeute, en transgénérationnel, et j'avais déjà fait le lien que, il y avait un secret dans ma famille, et j'avais déjà fait le lien que ce secret de famille pouvait être, une des raisons pour lesquelles je ne me sentais à ma place nulle part. Et c'est d'abord dans un premier but de peut-être aller explorer ce secret, de retraverser les territoires où mes aïeux avaient vécu, de façon symbolique puisqu'ils étaient décédés. Donc j'ai vraiment retraversé, je les ai pas re-rencontrés, même si j'ai rencontré quand même certains de leurs descendants ou des membres de ma famille qui habitaient encore, sur ces territoires. Et en ça, il y a quelque chose qui s'est passé, pour moi, qui a pu être, peut-être, libéré, ou en tout cas, soulagé, peut-être guéri même.
Et pour autant, si je n'avais pas été accompagnée par une thérapeute professionnelle en parallèle du chemin, je pense que je n'aurais pas pu bénéficier de tous les fruits du chemin. Donc je dirais c'est thérapeutique, oui, et ça décuple les effets de la thérapie quand on est accompagné par un professionnel ou une professionnelle. Alors au-delà de la marche, ce qui m'a interpellée moi quand j'ai lu ton livre, c'est vraiment, les rencontres que tu as faites, que tu décris, dans, pas mal de passages et finalement qui sont toutes, très singulières et au premier abord, on peut se dire, ben, en fait, le chemin quand on part, voilà, on va être seul et ce que tu montres dans ton livre, c'est que justement, en fait, on n'est jamais seul, on est, tout le temps en train de rencontrer plein de monde. Qu'est-ce que toi tu retiens, de ces rencontres? Sur le chemin, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la survie, presque. Justement, j'en parlais avec un des frères dans Calcate. Hem, de voir le meilleur en l'autre. Voir le meilleur en l'autre fait presque partie de la survie parce que donc je suis une femme seule, je marche sur des chemins qui sont souvent pas balisés, donc je fais un peu du hors-piste, on pourrait dire et si je rencontre un mec bizarre au fond d'un bois, il vaut mieux que je voie le meilleur en lui. Tu n'as pas le choix. Exactement, on le dit là sur le ton de la blague, mais pourtant c'est une réalité, je n'ai pas le choix. Et il y a plusieurs anecdotes dans 3000 km qui témoignent de ça. Heu, si je vois le meilleur en l'autre, je vais, lui ouvrir la porte pour qu'il exprime le meilleur de lui-même. Si je vois le pire en l'autre, je vais lui ouvrir la porte pour qu'il exprime le pire de lui-même. Et à partir de là, je suis moi-même invitée à donner le meilleur de moi-même, dans cette logique, donc de vraiment d'échange, de donner, recevoir. Et à partir de là, les rencontres, deviennent tout simplement magiques. Elles sont magiques parce que c'est toujours cette force qui nous guide, incompréhensible, mais qui fait qu'on rencontre les bonnes personnes au bon moment. Dans 3000 km, je donne cet exemple, ma cape de pluie était déchirée, donc on était en 2015. Je marche au bord de la Loire, il fait un temps mais vraiment de chiottes. Il pleut, il pleut, il pleut et ma cape de pluie est déchirée, je prends la pluie, j'ai froid, j'en ai marre et vraiment je dis au ciel, à ce moment-là, en plus, j'étais vraiment sur ma toute première marche, donc j'avais pas forcément conscience que j'étais accompagnée par, autre chose que moi-même et je dis au ciel en rigolant, je dis: «Franchement, Dieu, si tu existes, envoie-moi une nouvelle cape de pluie, quoi». Donc j'ai fait le test, Dieu, voilà, j'ai fait test, voyons si ça marche et beh, contre toute attente, j'ai reçu une nouvelle cape de pluie dans l'heure même et là je me suis dit: «Waouh, là il y a quelque chose qui m'échappe, quoi» et en même temps, c'est aussi de maintenir cette posture d'ouverture et de pouvoir dire oui à l'autre et oui à ce qui est mis sur mon chemin. Souvent, nos parts mentales, notre cerveau, la voix dans notre tête va imaginer quelque chose et à partir de là, on va essayer de calquer notre réalité sur ce quelque chose. Alors que la vie a parfois d'autres idées et elle est bien plus imaginative que nous d'ailleurs. Et quand je suis dans cette posture de dire oui à ce qui arrive sur mon chemin, je laisse la vie se faire. Et là, les choses arrivent. Et donc cette cape de pluie, elle n'est pas tombée du ciel, même si il pleuvait. Et pour autant, c'est une dame qui m'a parlé, depuis son jardin et je me suis dit, j'ai senti que je devais parler à cette dame. Je lui ai parlé et elle m'a finalement, comme il pleuvait, elle m'a dit: «Mais venez, rentrez, rentrez» et puis on a parlé de ma cape de pluie donc qui était dans un état incroyable et non seulement elle l'a recousue, mais en plus elle m'en a offert une toute neuve avant que je parte. Ça, c'est aussi une belle, leçon d'ouverture comme tu disais et d'humanité à l'heure où, on sent vraiment qu'il y a un gros repli, sur nous, c'est très véhiculé par exemple dans les médias et cetera et je trouve ça beau justement d'entendre des personnes dire: «Mais en fait, l'humain en soi n'est pas, volontairement méchant» ou en tout cas, il faut avoir une posture d'ouverture pour aussi, attirer entre guillemets «des bonnes choses», à nous. Souvent les personnes me demandent quand je traverse les villages, la question qui revient peut-être le plus c'est: «Mais vous n'avez pas peur?» en tant que femme.
Et donc j'en ai fait un chapitre du livre, hein, la peur en tant que femme. Je l'ai appelé «Qui a peur du loup?» Le loup de nos enfances. Et en réalité cette question-là, j'aime bien y répondre en disant que je regarde pas les médias, très peu. Je suis, très peu abreuvée d'informations négatives et c'est volontaire parce que je refuse de faire rentrer dans mon cerveau des images choquantes qui vont me proposer de voir la vie à travers ce filtre. Parce qu'en réalité, ce que je vis sur le chemin, et je traverse sur le chemin aussi bien des villes que des campagnes, que des forêts, que des tout petits villages, que vraiment des très grosses villes. Donc il y a un échantillon de territoires très variés. J'ai traversé des cités aussi, je parle de Sarcelles dans le livre, qui a été très éprouvant, mais aussi très beau, très fort. Et donc cette variété de paysages, et d'humains qui y résident me laisse penser que ce qui est montré dans les journaux et à la télé, c'est 0,01% des événements qui ont lieu et qui sont amplifiés et qui sont montés en épingle et qui sont repris d'un journal à l'autre. Et de ce fait, on a l'impression que c'est ça la réalité. Mais la réalité, ce n'est pas ça. La réalité est autre, elle est différente. Et c'est pour cette raison que quand je rencontre des pèlerins, je leur dis, mais s'il vous plaît, témoignez, et vous-même, auditeurs, auditrices, qui nous écoutez, si vous êtes pèlerin, s'il vous plaît, témoignez de ce chemin, témoignez que ce monde existe en fait. Témoignez que ce monde existe et qu'il n'est pas comme ça passe à la télé. Oui, complètement. Puis c'est vraiment, ça fait du bien aussi d'entendre ça et pas d'avoir que le négatif tout le temps, partout. Donc complètement. Et à un moment dans ton livre, tu dis, «Tout ce qui semble aller de soi au quotidien fait événement sur le chemin». Qu'est-ce que tu entends par là? Sur le chemin, il y a ce dépouillement. On en parle souvent, ça revient souvent dans les livres de pèlerins d'ailleurs. Il y a ce dépouillement et il y a cet essentiel. C'est-à-dire mon sac à dos ne contient que l'essentiel. Je n'ai rien de plus que l'essentiel puisque tout ce qui est en plus, je dois le porter. Et donc mon dos est au courant et on fait très vite le vide, hein, dans un sac de pèlerin, ça va très vite, hein. Et de ce fait, il y a une attention qui est portée sur chaque chose. C'est comme si le fait d'avoir dépouillé, son quotidien, d'être vraiment focalisé sur l'essentiel, permettait d'apprécier à sa juste mesure chaque événement qui arrive. Parce que aussi sur le chemin, il n'y a rien d'autre à penser que moi-même, mon corps, ma santé, mes besoins et le chemin. Donc c'est extrêmement simple. C'est un mode de vie extrêmement simple qui est resserré autour de l'essentiel et bien sûr les liens humains sont essentiels. Et de ce fait, il y a une reconnexion, je trouve, avec des parts assez enfantines. Tu vois, c'est ce moment de l'enfance où, je dis dans le livre, ce moment de l'enfance où chaque événement est vécu comme une fête. Et réellement, il y a ce côté-là du pèlerinage où, comme sur le chemin, il y a très peu de choses, voire rien, tout ce qui arrive, c'est un cadeau. Il y a très peu, il y a voilà, si je suis sur le chemin, je marche toute la journée, il pleut, j'arrive le soir dans un endroit sec où je peux prendre une douche chaude, mais mon niveau de joie atteint des sommets. Alors que dans mon quotidien, je rentre chez moi après une journée de travail. Déjà, j'ai pas marché toute la journée sous la pluie et la douche chaude, je la prends tous les jours. Donc sur le chemin, il y a ce rapport, où chaque, voilà, chaque, petite chose est décuplée, réellement. Et c'est là aussi où tu te rends compte finalement de ce dont tu as vraiment besoin dans ta vie par rapport à une vie, classique où en fait on est peut-être entouré d'objets où on fait des choses qui finalement nous apportent pas tant de bonheur ou de joie que ça, tu vois? Dans le quotidien, il y a beaucoup de parasitage. En réalité, on est très parasité, mmh, par les routines, qui créent dans nos cerveaux des routines d'habitude. Donc on fait beaucoup moins attention aux choses, aux rencontres, aux événements, peut-être on est même moins ouvert, parce qu'il y a les routines et qu'on connaît, on sait ce qui va arriver. Donc ça peut nous fermer. Tout à fait. Et donc ça tient aussi avec le fait au retour du chemin,
Moi, je reçois plusieurs messages de pèlerins qui rentrent du chemin sur mes pages Facebook, Instagram et qui me disent: «Laura, c'est l'horreur, je suis en baby blues du chemin, je veux repartir, j'ai retrouvé mon quotidien avec tous ces problèmes». Et moi, je lui dis: «Mais c'est pas grave, c'est juste que tu as oublié de prendre tes problèmes dans ton sac à dos. Tu as fait de ton chemin une fuite. C'est pas un problème, on le fait tous. Simplement, tu vas pouvoir, la prochaine fois, apprendre à faire de ton chemin une alliance pour que tu puisses prendre dans ton sac à dos ce qui va pas et permettre au chemin de le transformer. Et hem, de cette façon, les enseignements du chemin pourront arriver dans le quotidien. Et ils resteront pas sur le chemin, justement. Le chemin ne sera pas une parenthèse hors du temps où on se dit: «Ah, ce monde est idyllique, il est extraordinaire, mais ah là là, malheureusement, c'est pas ça la vraie vie» et après on revient à notre vraie vie en se disant: «Ah, je suis blasé, je vais pas bien, les informations, le monde va mal» et cetera. Non, en fait, c'est vraiment comment de façon active, je vais faire un lien entre ce que je vis sur le chemin et le quotidien, ou de façon active si je ne marche pas, comment est-ce que je peux, si je lis un récit de pèlerin, qui m'emporte ou qui m'enthousiasme, comment est-ce que je peux, appliquer cet état d'esprit? Parce que c'est un état d'esprit. Donc c'est aussi une invitation à revisiter un peu son quotidien pour qu'il soit plus aligné avec nous, nos valeurs et ce qu'on a envie de porter. Oui. Réponse concise. Tu as tout dit. Et à qui tu penses que ce livre s'adresse? Est-ce que ça s'adresse, uniquement aux pèlerins, aux marcheurs, avertis? Ou est-ce que ça peut s'adresser à tout le monde et même aux personnes qui ont peut-être envie de sauter le pas, mais qui n'osent pas trop? Mmh. Ça c'est un de mes plus grands plaisirs quand je reçois des messages de lecteurs ou qu'à la fin d'une conférence théâtralisée, je laisse mes coordonnées, que des personnes, me disent après: «Laura, je suis partie marcher. Je suis partie marcher suite à la lecture de ton livre, je suis partie marcher, suite à ta conférence théâtralisée». Hem, Parce que bien sûr qu'il y a des peurs et des autorisations intérieures à se donner pour, oser le faire. Et en même temps, j'ai voulu que ce livre, s'adresse à, un public très large. J'avais demandé à l'univers, s'il pouvait m'envoyer une maison d'édition, qui touche un public très large. Et c'est une belle maison d'édition. Voilà, et quand Albin Michel est arrivé, je n'en revenais pas. Je me suis dit: «Mais c'est exactement, avec cette maison d'édition que j'ai envie de travailler». Et ils sont également très bienveillants, très centrés sur l'humain, justement. Donc il y a il y a cette force de frappe qui permet de diffuser, les messages du chemin. Et en même temps, le chemin ne sert jamais qu'à parler de nos chemins de vie et ne sert jamais qu'à nous enseigner, hem, comment croire en nous, comment déployer nos rêves, comment toucher la joie chaque jour, comment trouver la beauté en l'autre. Et ces messages-là sont universels. Ils concernent le marcheur, mais ils concernent tous les chemins de toutes les vies. Alors pour conclure, cet épisode, moi je voulais revenir sur ton activité parce que pendant la conférence théâtralisée, où j'ai assisté, pendant la conférence de tout à l'heure, on va passer par un autre chemin pour formuler la question. Il y a une personne qui t'a demandé justement, mais d'ailleurs c'était la première question qu'on t'a posée, c'était assez drôle, c'est, «Mais en fait, qu'est-ce que vous faites pour vivre?» Voilà, c'était un peu ça la question. Et donc, tu accompagnes aussi des personnes à écrire, enfin en tout cas à faire en sorte qu'elles accouchent de leur livre. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Comment tu accompagnes ces personnes-là? Et aussi peut-être, bah, comment t'es venue, cette idée? Je ris parce que vraiment la question a été posée tout à l'heure, et j'ai trouvé ça assez formidable qu'elle soit posée de façon, très frontale. Parce que dans un sens, c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose tous, hein, tous ces écrivains voyageurs, comment mangent-ils quand ils ne sont pas sur le chemin en train de mendier leur nourriture? Ou de se faire inviter, chez des particuliers au grand cœur, qui les soutiennent. Et donc c'est vraiment le chemin pour moi, ça a été le saut de la foi professionnelle aussi donc, étant donné que cette activité, entrepreneuriale est vraiment née au cours de la dernière longue marche dont je parlais,
au tout début de l'épisode entre Toulouse et Munich sur les pas de mes aïeux polonais. Et j'étais donc à ce moment-là de ma vie, en 2024, je ne savais pas professionnellement ce qui allait se passer. J'avais quitté certains projets que j'avais et j'avais une sorte de page blanche. Et la seule chose que je savais, c'est que je j'allais partir marcher. C'est tout. Et donc vraiment ça éprouve notre foi en la vie. J'ai suivi ça et j'ai dit: «OK, je vais partir marcher». Donc et je suis partie marcher. Et pour la petite histoire, c'est une marche qui a été très particulière puisqu'à chaque marche, j'ai l'impression que la vie me dit: «Hey Laura, tu veux ouvrir davantage ta zone de confort? Attends, je suis là pour toi. J'ai une idée». Et là, cette idée de la vie, c'était: «Tiens, et si tu marchais sans argent?» J'avais toujours lu des récits de voyageurs qui marchaient sans argent. Je m'étais toujours dit: «Mais quel courage, je ne le ferai jamais». Et puis au bout d'1 semaine de cette longue marche, je me suis retrouvée, avec un couac administratif entre plusieurs de mes statuts qui m'a menée à ne pas avoir accès à mon argent. Et j'ai finalement décidé de relever le défi. Donc je suis partie vraiment, dans la tradition antique du pèlerin qui va frapper à la porte des particuliers le soir et mendier sa nourriture la journée. Donc, pour faire la boucle avec ce qu'on disait tout à l'heure, on prend encore plus conscience de chaque chose qui est précieuse. Là, vraiment, ça a été une expérience énorme. Donc j'étais sans argent, donc j'étais quelque part un peu à l'os, j'ai envie de dire. Et j'arrivais en Allemagne et à ce moment-là, j'étais, dans un champ, donc ce que je racontais tout à l'heure à la conférence théâtralisée pour répondre à cette question. J'étais dans un champ allemand avec, des vaches allemandes et des bottes de foin allemands, allemandes. Et je me rappelle, il y avait des pommes aussi allemandes. Et tout d'un coup, je sais pas, c'est tombé du ciel. Je crois qu'il y a une histoire de quelqu'un qui a une pomme qui lui est tombée sur la tête, et qui s'est dit: «Tiens, j'ai trouvé l'histoire de la gravité», hein, Einstein, je crois. Et moi, j'ai pas reçu une pomme sur la tête, mais finalement, la pomme semble être une source d'inspiration, puisqu'à ce moment-là, je me suis dit: «Je sais ce que je vais faire en rentrant». Donc mon premier livre allait sortir et je me suis dit: «Je vais accompagner les personnes à écrire des livres». Ça a été une évidence, ça s'est vraiment posé comme une évidence et en même temps, moi, j'ai toujours, transmis et enseigné ce que j'apprenais. Ça a fait partie de mon processus d'apprentissage aussi, de pouvoir partager ça à plusieurs et de questionner à plusieurs et d'être vraiment nourri par l'intelligence collective. Je crois très fort dans l'intelligence collective. Et donc j'ai fait une story sur Instagram depuis mon champ de pommes allemand, tout simplement, et j'ai dit: «Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous intéresse?» Et j'ai ouvert 4 places, en bêta test et j'ai eu 9 inscriptions. Et à partir de là, je me suis dit: «Je crois que beaucoup plus de personnes que ce qu'on pense ont envie d'écrire des livres et n'osent pas». Peut-être parce que il n'y a pas la confiance suffisante, peut-être parce qu'il n'y a pas les outils, littéraires, techniques suffisants, peut-être parce qu'il n'y a pas de connaissance du milieu de l'édition, peut-être, parce que en tant que femme, prendre la parole après des siècles où, nous ne l'avons pas eu, ça représente beaucoup de choses. Et peut-être que beaucoup d'autres, choses aussi. Et à partir de là, j'ai regardé un peu quels étaient les besoins et j'ai créé un programme, que j'ai appelé Destination Premier Livre, en hommage justement au voyage que je venais de faire et aux destinations que j'atteignais chaque jour. Et l'aventure s'est lancée, donc c'est une formation qui dure 3 mois, formation coaching, avec du mentorat aussi, où vraiment je partage mon expérience. Il y a à la fois des outils littéraires et à la fois un soutien à toute la traversée initiatique que c'est d'écrire un livre. Donc vraiment, les personnes embarquent pour 3 mois, les portes s'ouvrent à chaque saison. Là d'ailleurs, on a bientôt le, Destination Premier Livre d'hiver qui va ouvrir et on embarque à chaque saison. On ouvre, à chaque solstice ou à chaque équinoxe et on a vraiment un temps, pour, aussi pouvoir partager nos projets d'écriture parce que c'est souvent quelque chose qui est difficile à vivre, le fait d'écrire seul, dans son coin et d'être parfois face à des problématiques soit émotionnelles, genre: «J'en ai marre, c'est trop dur. Ça fait 8 fois que je reprends ce passage et ça ne fonctionne toujours pas», ou soit des problématiques techniques: «Je ne comprends pas quelle est la structure qui sera la bonne pour mon livre», et donc de pouvoir vraiment bénéficier du soutien du groupe, à cet endroit-là. On parle souvent de d'accouchement de livres. Est-ce que toi, c'est ce que tu ressens quand tu accompagnes les personnes, qu'elles sont vraiment dans un processus,
d'accouchement, d'enfantement. Oui et je le vis moi-même. Moi, mes livres me réveillent régulièrement à 3 ou 4 heures du mat, parce qu'ils ont des choses à me dire. Donc, moi, je pars vraiment du principe que les idées nous visitent quelque part. Donc c'est un principe qui est anté-Renaissance, hein, la Renaissance où les artistes ont commencé à signer leurs œuvres avec tous les problèmes d'ego que ça a créé et tous les problèmes de confiance en soi que ça a créé. Le Moyen Âge là-dessus et le Moyen Âge était beaucoup plus intelligent. Il disait, mais tout simplement, je l'artiste collabore avec la muse du projet, tout simplement. Et donc je suis traversée par une idée et si un projet me rend visite, c'est que je suis la bonne personne pour le réaliser. Donc il y a vraiment cette, tout comme quand un enfant nous rend visite, c'est qu'on est la bonne personne pour le mener, jusqu'à sa venue au monde. Et c'est du même ordre en fait, il y a tout un temps de gestation du projet où on va vraiment, garder le projet à l'intérieur, on va le nourrir de tout un tas de documents différents, que ce soit des émissions radio, des lectures, des inspirations, des rencontres. Puis dès qu'on ouvre le vortex du projet, énergétiquement parlant, il se passe des choses, on rencontre les bonnes personnes, il y a des synchronicités, enfin voilà, quelque chose se passe à ce moment-là. Et donc il y a tout ce temps de gestation et puis il y a le moment de la mise au monde qui est, voilà, le projet commence à prendre vie sur du papier. Il y a ce qu'on appelle le premier jet qui après va rencontrer des bêta-lecteurs, donc ils vont faire des premiers retours. Puis il y a ce qu'on appelle le deuxième jet et puis il y a ce passage de la relecture. Et effectivement, c'est vraiment un processus, de mise au monde, que j'accompagne du mieux que je peux avec, les outils, que j'aime transmettre, qui moi me passionnent et que j'aime partager et que j'accompagne même, depuis peu jusqu'au bout puisque je propose, maintenant aussi, des relectures de manuscrits, donc pour vraiment, pouvoir, bichonner le manuscrit avant qu'il soit, soit auto-édité, soit proposé à la maison d'édition. Merci beaucoup Laura. Je rappelle, ton livre donc 3000 kilomètres, des chemins de terre au sentier de l'âme qui est disponible aux éditions Albin Michel. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour terminer? Tout à l'heure, tu nous as parlé de pronoia. Est-ce qu'on peut revenir sur ce petit mot ou pas? Alors s'il y a des personnes qui écoutent, ce podcast et qui ont déjà vu, les conférences théâtralisées, vous saurez que chaque conférence théâtralisée est unique puisqu'elle part d'une randonnée immersive sur chaque territoire. Mais pour autant, il y a des choses qui se retrouvent et la pronoia en fait partie. Donc la pronoia, elle est peu connue. C'est un mot qui est peu connu et que j'ai tellement de plaisir à transmettre depuis qu'il m'a été, offert. La pronoia est peu connue parce qu'elle, comment dire? Elle induit l'idée que l'univers conspire en ma faveur. Donc l'exemple que je donnais tout à l'heure, c'était, j'ai essayé d'arriver dans un endroit pendant ma randonnée auquel je ne suis pas arrivée et puis j'ai lâché prise et je me suis dit: «Mais c'est tout simplement la pronoia parce que, peut-être que si j'étais allée à cet endroit, je me serais tordu la cheville ou que j'aurais rencontré, un sanglier affamé, qui m'aurait fait courir vers un arbre, que sais-je?» Et ça en dit long sur, justement l'état d'esprit de notre monde actuel qui a un grand besoin de renouveau, puisque son inverse est très connu et c'est la paranoïa. Et la paranoïa, c'est l'univers conspire en ma défaveur. C'est connu et son contraire, la pronoïa, a besoin d'être vraiment ancré, je trouve, dans nos esprits. Et ben voilà, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup Laura d'avoir accepté, cette interview, cette seconde interview dans ce très beau lieu, donc l'abbaye d'Ancalcat qu'on vous invite évidemment à venir, visiter. Il y a une très belle librairie, avec qui d'ailleurs la conférence était en partenariat, une très belle abbaye aussi. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à venir visiter et à aller, vous procurer, le livre de Laura, et à la suivre sur les réseaux sociaux, pour voir un petit peu, les différentes actualités. Tout à fait. Merci beaucoup Audrey pour, cette invitation et à bientôt. C'était Akiba Plat, le podcast qui porte la voix des passionnés du vivant en Occitanie. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et à laisser une note sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de faire connaître le podcast. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux pour suivre toutes les actualités.
Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous.